Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, l'avion. Le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. C'est comme tous les mardis soirs, comme si bien annoncé par Chrysanthème, l'heure du Campus Sport Club. Je suis Adrien Fedeli et on se retrouve déjà pour une 10e émission en cette saison 3, même si en quelque sorte 11e, puisque c'est peut-être que vous nous avez écouté autour d'Halloween. On avait fait un petit hors-série un peu spécial. D'ailleurs, je l'avais fait avec quelqu'un qui est autour de la table ce soir, qui est de retour pour une émission standard. C'est Hugo Marceau qui est en face de moi, donc j'en profite, je commence par toi. Bonsoir à tous. Très bien, ça va avec... c'est dommage ce grand chelem qui ne vient pas pour les Bleus. Je pense qu'on va en reparler, mais non, ça va. Ouais. On en reparlera dans un instant avec Eva pour les résultats de ce soir. Comment tu vas, Eva ? Ça va super, exactement. Je suis prête pour ces résultats. T'as passé un bon moment devant les Bleus cette semaine ? Oui, j'ai cru. Jusqu'à la dernière seconde. Oui, c'est vrai. On va en reparler aussi de cette fin de match assez haletante. Et la dernière, et pas des moindres, avec nous ce soir, Marine. Là aussi, bien, la forme ? Toujours, et toi ? Oui, ça va. Il n'y avait pas de match de Marseille ce week-end pour rager. Donc... On a pu souffler un peu. Tout à fait. Écoutez, comme je l'annonçais, on est de retour sur des standards avec Marine qui revient, avec le moment nordiste qui revient dans le Campus Sport Club, puisque Marine était sur le terrain ce week-end, notamment pour du foot féminin et même la Coupe de France. Mais ça sera pour la fin de l'émission. Là, tout de suite, comme d'habitude, on va plutôt démarrer avec les résultats, puisqu'on a hâte, j'ai bien l'impression, de parler de ces matchs des Bleus et notamment de ce dernier match qui vient de se terminer ce soir face aux Grecs. Petit jingle, Eva, et à toi tout de suite. Besoin d'un récap sur les actualités sportives de la semaine ? Les résultats du Campus Sport Club, c'est tout de suite et à ne pas manquer. Effectivement, ce match entre la France et la Grèce, on y a cru jusqu'à la dernière seconde avec cette dernière frappe de Kylian Mbappé sur la transversale. Mais les Bleus réalisent le nul 2-2 face à la Grèce à Athènes avec un but de Ramdal Colomwani et de Youssouf Fofana. Si avant ce match, les Bleus étaient assurés de figurer parmi les 5 meilleurs premiers de ces éliminatoires, il voulait finir en beauté avec un carton plein 8/8 que seul le Portugal a réalisé lors de ces éliminatoires, mais c'est finalement peut-être une bonne nouvelle, car dans leur histoire, les Bleus n'avaient réalisé qu'à 2 reprises le carton plein, en 1991 et en 1991, mais en 1992, ils avaient été éliminés au premier tour. Il avait aussi réussi en 2003 et en 2004, éliminé dès les quarts de finale par la Grèce, justement, avec cette seule défaite dans leurs 12 confrontations. Un bon bilan tout de même pour cette équipe de France en vue de l'Euro qui se dirige tout droit vers l'Euro. Oui, tout à fait. Surtout avec le match d'avant. On en reparlera peut-être juste après, mais ce soir, c'est vrai qu'on manque le 8/8, mais équipe remaniée, je pense est-ce que ce résultat est dû à 5 minutes d'inattention côté bleu, avec ces 2 buts grecs ? Je sais pas si c'est de l'inattention, mais clairement, c'est 5 minutes où défensivement, il y a de vrais problèmes et de vrais sautes de concentration, inattention, je sais pas, mais sautes de concentration, ouais. Le premier but, c'est
Théo Hernandez qui la joue vraiment trop facile en espérant obtenir un rebond favorable, et derrière ça amène cette superbe volée, superbe but d'ailleurs, l'ouverture du score grec. Et puis même chose, c'est de la facilité aussi. Jules Koundé, ce ballon qui lui passe entre les jambes et qui permet bien derrière le développement de l'occasion et le centre et la reprise en première intention. On est en plus devancé au premier poteau. Je crois que c'est Lucas Hernandez qui est au marquage du gars au premier poteau. Du début à la fin, même sur la volée du premier, il y a plusieurs contres. On est très loin, et je crois que sur la volée, on est à 2-3 mètres de bassin. Non, pardon, j'ai oublié le nom du buteur. Le capitaine grec en tout cas, mais des sautes de concentration clairement. Ouais, et ça me fait un peu mal pour Brice Samba qui fêtait sa 2e sélection, si je dis pas de bêtises, et qui est le gardien lensois qui malheureusement sur le peu de temps de jeu qu'il a concède le nul en l'occurrence, même si à la dernière seconde cette frappe de Kylian Mbappé rentrée à la fin avec tout un nouveau front offensif aurait pu nous faire vibrer à la manière de son but aussi assez spectaculaire face au Gibraltar, bien que celui-là ce soit le 11e, c'était le but du record, mais au moins cette barre-là nous aura donné un petit frisson de fin de match. Et puis juste avant, les Bleus qui avaient gagné 14-0 face à Gibraltar, Eva. Effectivement, on y revient. Ces Bleus qui ont battu Gibraltar en s'imposant 14-0, la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France. Soirée de tous les records d'ailleurs pour les hommes de Didier Deschamps, car c'est la première fois que 9 buteurs différents marquent dans un même match pour l'équipe de France, avec un triplé de Kylian Mbappé, un doublé d'Olivier Giroud, un but de Kingsley Coman, de Jonathan Klaus, Fofana encore une fois, Rabiot, Dembélé, Thuram et Warren Zaïre-Emery. D'ailleurs, ce dernier a lui aussi marqué l'histoire puisqu'il est devenu le plus jeune joueur sélectionné depuis 1914, et un certain Maurice Gastier, et oui, j'ai retrouvé son nom, il est devenu aussi par la même occasion, par ce but, le plus jeune buteur depuis ce même Maurice Gastier. Malheureusement, une soirée en demi-teinte pour le milieu parisien qui s'est blessé sur cette même action et qui sera indisponible jusqu'à la fin de l'année civile. Eux étaient invaincus avant vendredi et ont connu 2 défaites d'affilée. C'est nos Bleuets, les Bleuets de Thierry Henry, qui se sont inclinés 2-0 face à l'Autriche pour le compte de la 4e journée de qualification pour l'Euro 2025. Et ils ont récidivé en s'inclinant 3-0 face à la Corée du Sud, cette fois-ci en amical. Après ce rassemblement, les Bleuets restent premiers de leur groupe avec 9 points au coude à coude avec les Slovènes et sous la menace des Autrichiens, 7 points, et se retrouveront au mois de mars pour démarrer leur préparation pour les JO. Est-ce que selon vous, ces 2 défaites sont inquiétantes en vue de l'immense échéance qui les attend cet été ? Peut-être déjà aussi, malheureusement, cette défaite face aux Autrichiens, c'est un peu contre la mauvaise équipe, on peut dire. Ce que tu le soulignes, c'est que autant finir dans les 2 premiers, c'est pour consolider la qualif, mais là tu dis qu'il y a maintenant une menace autrichienne qui n'aurait certainement pas eu lieu d'être au vu des derniers matchs des Bleus, et finalement là ils vont se rendre à la tâche très compliquée en 2024. C'est clairement ce match-là qui est dommageable et inquiétant, comme tu l'as dit, parce que le deuxième match, la performance est inquiétante, mais l'effectif est largement remanié. Ces joueurs-là, effectivement, n'ont pas marqué de points, mais c'est des joueurs qui déjà partaient pour la plupart dans des situations assez défavorables en vue des JO, parce que là, pour l'année olympique, il y a la génération 2001 qui arrive avec des joueurs comme Michael Olysée qui peuvent intégrer. Donc ces joueurs-là ne partaient pas avec un très gros capital confiance dans l'esprit de Thierry Henry. Il est diminué encore une fois, mais c'est surtout cette défaite contre l'Autriche avec des joueurs, si ce n'est l'absence de Warren Zaïre-Emery, et ça c'est peut-être un des facteurs d'explication majeure de cette de route-là contre l'Autriche. Mais là, il y a eu vraiment des déséquilibres, et a été pointé le manque d'envie, et qui est assez inquiétant face à l'Autriche. Et l'absence de but sur ces 2 matchs, surtout. Tout à fait. S'incliner 2-0, 3-0, c'est aussi forcément, on va beaucoup pointer du doigt les 2 côtés, mais les attaquants, alors que l'occurrence, on est loin d'avoir le pire vivier qui soit. Donc c'est là-dessus aussi que, de toute façon, pour prendre les points et gagner les matchs, il faudra marquer. Et c'est là aussi, on va certainement attendre un petit peu de mieux. Il y avait une petite question que j'ai vu passer sur la chaîne de l'équipe, peut-être tout à l'heure ou hier, sur l'effet Thierry Henry. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a eu un effet Thierry Henry et qui est là, il s'estompe un peu, ou on retombe sur une dynamique un peu compliquée pour les espoirs ? Non, pas spécialement.
Non, moi, là, il faut attendre le rassemblement de mars. Un effet Thierry Henry, dire qu'il s'estompe maintenant au bout de 2 défaites, moi j'ai du mal à trouver ça. Oui, moi aussi. Trouver ça. Non, mais je sais bien que tu lances le débat. Je ne t'attaque pas personnellement, Monsieur Fedeli. Mais non, je pense pas que. Je te mute. Un effet. C'est peut-être une réalité, mais on peut pas le juger maintenant, à l'instant T. Ouais, peut-être un peu léger. Marine Taïkès. Ouais, Jacques, c'est hyper prématuré pour faire ces conclusions-là, mais après, moi je pense qu'il faut faire confiance à Thierry Henry, il a le potentiel pour faire quelque chose de beau. Après, c'est sûr que les Bleuets ne sont pas rendus la tâche facile avec ces défaites-là. Ouais, taclé par Michel Derzakarian, je crois, notre Thierry Henry. On va voir s'il arrivera à lui répondre par les résultats de 2024. On ferme cette page football pour passer à l'autre grosse actualité de ce week-end. C'est la victoire de Novak Djokovic au Masters de Turin, tournoi qui réunit les 8 meilleurs joueurs mondiaux de l'année. Il s'est imposé en 2-7, sans bavure, 6-3, 6-3 face au jeune Italien Yannick Sinner, qu'il avait pourtant battu lors de la phase de poule. Une finale qui ressemble étrangement à sa demi-finale, où il s'est défait du numéro 2 mondial Carlos Alcaraz en 2-7, 6-3, 6-2. Le Serbe qui ajoute un nouveau record dans sa musette, puisqu'il est désormais le seul joueur à détenir 7 Masters devant un certain Roger Federer. La jeune génération, à l'image d'Alcaraz et de Sinner, n'avait rien à faire face à Novak Djokovic. Tout simplement, il était trop fort. Est-ce que vous pensez que justement Novak Djokovic, il fait encore retarder encore davantage l'éclosion de cette jeune génération qu'on a avec Sinner, Rune, Alcaraz? Cette jeune génération, elle a éclos désormais, elle est là, elle est sur le plus haut, la plus haute partie du panier. Je pense notamment à Yannick Sinner qui, là, on pourra en reparler, je pense qu'on en reparlera plus tard dans l'émission, mais qui fait véritablement partie d'un top 4, 5, je dirais top 4, mais peut-être 5, vraiment au-dessus. Mais c'est vrai que Novak Djokovic reste le meilleur, et c'est pas qu'il empêche cette éclosion là, mais il l'empêche à ces jeunes là de prendre le trône, la place sur le trône. Ouais, du coup, il est impressionnant, il fait une preuve d'une régularité à son âge, c'est fou, on a toujours l'impression que c'est lui qui maîtrise, il impose son expérience, et comme tu dis, net, sans bavure, pour l'instant il est au-dessus et trop fort, trop fort. On va y revenir un peu tout à l'heure pour ce qui est du débat du CSC de ce soir, qui sera tennistique, donc, et même sur les Masters femmes, qui s'étaient terminés la semaine dernière, parce qu'ils avaient été légèrement décalés. C'était à Cancun, les conditions météo, et Iga Swiatek, et on va en reparler, qui s'était imposé. Effectivement, mais ce week-end avait lieu aussi un grand retour, celui de la Formule 1 à Las Vegas, après 41 ans d'absence. Et c'est encore une fois, les semaines se suivent et se ressemblent. C'est Max Verstappen Max Verstappen de Red Bull qui s'est imposé pour la 18e fois en 21 courses cette saison. Il devance le monégasque Charles Leclerc, pourtant parti en pole position, et Sergio Pérez qui sera vice-champion du monde à la fin de la saison. À noter aussi la belle 4e place du français Esteban Ocon. Pas de résultat de Ligue 1 cette semaine, mais le top 14 continue avec sa 7e journée. Toulouse s'est incliné 23-31 sur la pelouse de Castres. Une belle victoire de Toulon à l'arraché, 30-27 sur Clermont. À noter également une victoire du Racing 92 dans ce derby face au Stade Français, 13-9. Enfin, La Rochelle enchaîne une 2e victoire consécutive face à l'UBB et remonte à la 8e place du classement après un début de saison poussif. Justement, on fait un point sur ce classement. Le Stade Français qui conserve tout de même la tête du classement juste devant le Racing 92 et Castres, toutes les 3 à 23 points. Un tableau de top 14 qui est très très relevé cette année, avec Toulouse qui est 7e, La Rochelle qui est 8e, des équipes vraiment qui sont piliers, qui sont finalement au milieu de classement. Et puis des nouvelles équipes, je pensais aussi à la section paloise qui est quand même 4e. Donc qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce ça ne démontre pas le vrai impact des internationaux, vraiment là, avec cet épisode Coupe du Monde et forcément des joueurs plus ou moins au repos, blessés? Est-ce que là, c'est vraiment là qu'on calcule, on maîtrise mieux en tout cas l'impact qu'ont ces joueurs-là dans un effectif? Ouais, carrément. C'est le propre un petit peu des saisons de top 14 de post Coupe du Monde. Il y a souvent ces déséquilibres là parce que
tous les internationaux jouent en top 14, donc ça fait mine de rien quand on compte 42 joueurs mobilisés sur la prépa, 33 retenus plus les réservistes, un certain nombre de joueurs qui sont mobilisés et donc des équipes totalement déséquilibrées. Voilà, enfin. Là, tu parles même que d'une nation seulement. Oui, je parle que de l'équipe de France, alors que on sait, et effectivement, tu fais bien de le dire, le top 14 est un énorme pourvoyeur d'internationaux en général, et notamment d'internationaux qui ont été loin dans la compétition, notamment sur des recrues. Je pense à Sam Whitelock à Pau, mais il y en a d'autres. Et enfin voilà, on peut pas. Très très difficile de juger le niveau actuel, l'état actuel des formations du top 14 sur ce début de saison. Il va falloir attendre pour voir le Stade Toulousain à son réel niveau. Il y a en plus des absences. Ça va être une saison vraiment particulière pour le Stade Toulousain. Il y a le Stade le Stade Rochelet qui est vraiment dans une situation particulière avec un Greg Aldrit qui n'est pas là et des joueurs qui reviennent au compte-gouttes. Donc c'est vraiment très dur de lire dans un championnat de top 14 post-Coupe du Monde. Surtout les séries, je regardais un peu à l'image des séries, à part Montpellier qui est dans le gouffre, qui est dernier et qui enchaîne les défaites. Malheureusement, il y a Lyon aussi qui a concédé sa 3e défaite de rang. Mais même au niveau des victoires, ça a du mal à s'installer. On voit qu'il y a toujours une petite équipe pour venir casser les séries, même si là, en l'occurrence, ce week-end, c'est Pau qui a eu sa très belle série arrêtée net, et ce qui fait donc ce haut de championnat avec 4 équipes là, avec un même bilan de 5 victoires, 2 défaites. Et c'est toujours ce qu'on aime, en tout cas dans les compétitions, plutôt que de voir Max Verstappen gagner à chaque fois toutes les courses. C'est vrai que, en l'occurrence, on n'en a pas trop parlé de la course de Formule 1. Je ne sais pas si vous l'avez revue, parce que j'imagine que le dimanche matin à 7h, il n'y avait pas beaucoup. Si, Hugo, t'étais réveillé. Non, j'ai vu en replay évidemment. En replay. Mais ce petit final avec Charles Leclerc qui nous fait un numéro de frein magistral, moi j'ai. Ouais, on avait eu Alonso qui nous avait fait le coup pour le podium avec Hamilton il y a quelques grands prix de ça. Je crois que c'était au Brésil, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Et là, donc cette fois pour la 2e place, toujours dans le dernier tour. Il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes derrière Max Verstappen, l'intouchable. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Et encore, il s'était détaché vraiment sur la fin parce que Leclerc était toujours pas loin et puis finalement il a pas su rester dans la zone DRS et donc il en a payé le prix fort. Voilà, bon, donc ce top 14 sur lequel on reviendra aussi à la fin de l'émission dans les immanquables, bien sûr. Effectivement, on va finir ces résultats avec un événement qui s'est passé à Lille ce week-end. Il y avait lieu le 5 km et le 10 km de Lille. Les conditions météorologiques venteuses et pluvieuses n'ont pas empêché Bastien Augusto de réaliser la 3e meilleure performance tricolore de l'histoire sur 10 km avec un temps canon de 27 minutes et 40 secondes sur 10 km, je précise. Il n'a fini que 5e d'une course remportée par l'Éthiopien Gemudo Dida en 27 minutes et 12 secondes. Il s'affiche comme un réel prétendant pour la qualification olympique sur 10 000 mètres aux côtés du Boulonnais Jimmy Gressier qui lui avait réalisé il y a quelques temps de ça 27 minutes et 33 secondes. Chez les femmes, c'est la Kenyane Agnès Nektic qui s'est imposée en 29 minutes et 26 secondes. Elle a également réalisé une performance, une véritable prouesse, puisque en signant la 2e meilleure performance de l'histoire derrière l'Éthiopienne, je vais réussir à dire son prénom. Je suis désolée si je l'écorche. Walemzerf Weigloua en 29 minutes et 14 secondes. Normalement, tu n'as pas offensé beaucoup de monde. J'espère. Peut-être, mais bon. En tout cas, il y a eu des belles performances sur ce 10 km. Oui, effectivement, et ce que tu disais, ce qui est drôle, c'est que moi j'étais donc sur l'événement, c'est croisé d'ailleurs sur cette journée-là, mais ce qui était assez fou, c'est que c'était des conditions très nuageuses, très humides, et il s'est arrêté de pleuvoir vraiment à 15h00 pour le départ du 10 km et 1h plus tard, 1h30 plus tard, le départ du 5. Donc en plus, ils ont été épargnés, mais une petite pluie. Ouais. On parle pas d'averse non plus. Je te vois faire la moue, Eva. Pour le 5 km, les conditions, une petite pluie. Ouais, les conditions étaient un petit peu moins favorables à la performance, on va dire. C'est pour ça qu'on a moins eu des grosses performances. Mais c'est parce que dans le Nord, je sais que les Lillois qui nous écouteraient, le stade de pluie, c'est à partir d'un certain nombre. Effectivement. Là, c'était de la pluvine, c'était rien, c'était par rapport à ce qui nous tombe dessus depuis un mois, effectivement. Des gouttelettes. C'était rien. Si je puis dire. Il faisait même beau. C'était même du beau temps.
Ouais, elle est peut-être trop dans l'abus. Il faudra peut-être l'arrêter bientôt, Eva. Merci en tout cas pour tous ces résultats. Petit moment pause dans le Campus Sport Club, comme d'habitude. Après toute cette dose d'informations là, petit moment musical. Qu'est-ce que tu as préparé? Ouais, non, j'aime bien même moi découvrir des sons, tu vois. Donc là, je vous fais une proposition. Je fais une proposition aux auditeurs de Radio Campus Lille. Tout simplement la victoire des Français face à Gibraltar. Donc le 14-0 est un nouveau record. Le précédent remonté à septembre 95, contre l'Azerbaïdjan. Je suis remonté à cette période-là, j'ai regardé, Céline Dion ne m'a pas convaincu et je me suis remis sur un autre groupe. Je ne sais pas si vous connaissez Simple et Funky d'Alliance Ethnique. Pas du tout. Mais c'était un son qui était au top à ce moment-là en France. Oui, je pensais que tu allais nous mettre une musique de Gibraltar. Je suis un tout petit peu déçu. J'ai cherché, hein. Mais comme pour Djokovic, je cherche, mais les chansons serbes, c'est compliqué à convaincre. Donc voilà, donc je vous propose ce petit son-là. Vous allez voir, très sympa. Un peu comme j'ai plus le nom du groupe, je vais vous le retrouver après, comme ça je vais laisser la musique défiler, mais peut-être que ça va vous parler dans le genre, et on se retrouve juste après pour les news et le petit débat du CSC. Voilà, comme la chanson, simple et funky, traduit très très bien l'humeur de cette chanson d'Alliance Ethnique et l'humeur du CSC de ce soir, 10e émission sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Peut-être que vous êtes aussi à nous écouter via le DAB+, ou sur campuslille.com, où vous pourrez retrouver l'émission dès minuit 1, aussi en replay, et prochainement, bien sûr, on n'oublie pas, sur YouTube, Spotify, Deezer. On continue, mesdames, monsieur, ce soir, avec justement parole au monsieur en face de moi pour ce qui va être les news. Est-ce que tu es fin prêt, mon Hugo? À fond. À fond? Eh ben écoute, je te lance ton petit jingle et puis on s'écoute ça dans un instant. Impec. Voici les news, servies sur un plateau par le CSC. Et tu vas nous servir sur un plateau pour commencer en entrée quelque chose autour du rugby, de la nuit du rugby. Tout à fait. Antoine Dupont, star attendu de la 19e nuit du rugby. C'était lundi soir. Le capitaine de l'équipe de France a fait le doublé lors de la cérémonie de remise des trophées de la Ligue nationale. Élu par ses pairs meilleur joueur du top 14 2022-2023 qu'il a remporté, évidemment avec son club du Stade Toulousain. Le Pyrénéen de 27 ans a également été désigné meilleur international français sur la saison passée. Et il en a profité de cette soirée pour officialiser son passage du 15 au 7. Vous le savez peut-être pour la saison 2024, les Jeux de Paris dans le viseur. Il intégrera sa nouvelle équipe de France dès janvier pour se préparer pour la grande échéance. Pour ce qui est des autres distinctions de la nuit du rugby, chez les femmes, c'est la centre de Blagnac Gabrielle Vernier qui a remporté la mise. On retiendra également la révélation de l'année, Emilien Gaëton, meilleur marqueur d'essai de la saison passée et tout proche d'obtenir son ticket pour la Coupe du Monde avec les Bleus. Ou encore Thomas Laclaya, élu meilleur joueur de Pro D2 avec Oyonnax, qui a la particularité d'avoir participé à la deuxième partie de saison en top 14 sous le maillot du Racing 92, mais une demi-saison qui lui a suffi pour être élu meilleur joueur de Pro D2. Petite question rapide, vous aviez pensé à d'autres noms que Antoine Dupont, Gaëton, Laclaya, Vernier? Là, ça hoche les têtes, je pense que pas trop. En tout cas pour Dupont... On aurait pu penser à Aldrit, un autre Toulousain. Non, ici? Ouais, éventuellement Aldrit, mais ouais, je sais pas. Enfin, pour moi, Antoine Dupont était vraiment largement au-dessus sur cette saison-là, donc. Ramos peut-être aussi. Ouais. Ramos aurait pu rentrer dans la discussion. Il a joué un rôle primordial. Est-ce que tu as, ou est-ce qu'on avait une pré-liste avant de savoir que Dupont allait remporter Est-ce qu'il y a Oui, c'était avec Aldrit et Camille Lopez. Voilà, donc tu de vois, Bayonne. je me suis dit même Ramos, je pensais à Ramos, mais ça sonnait pas de ce que j'avais cru lire, donc. Alors j'avoue que là, j'ai pas le règlement. Est-ce qu'il peut y avoir deux Toulousains dans les nominés? Je pense que oui. Je vois pas de raison. C'est vrai que Camille Lopez fait une saison mastodonte avec Bayonne. Mais il me semble que c'est plutôt mérité pour Antoine Dupont. Tout de même, on reste en rugby. Il manquerait plus qu'il gagne l'an prochain s'il y avait une distinction pour le récompenser le meilleur de rugby à 7. Ouais. Il serait capable. Hein. Bah ouais, déjà s'il est champion olympique, ça nous ira. Bon voilà. Oscar Gégou, maintenant autorisé à rejouer par l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision a été a été rendue publique ce matin.
Oscar Gégou, il avait été testé positif à la cocaïne à l'issue de la première journée de top 14 le 20 août dernier. Le 3e litre du Stade Rochelet et grand espoir du rugby français a bien écopé d'une suspension d'1 mois, mais la sanction a pris effet à partir de la date de son contrôle acté le 12 octobre dernier. Gégou est donc déjà autorisé à rejouer. Suspendu à titre conservatoire, le capitaine des champions du monde U20 avait d'ailleurs vu sa sanction levée le 8 novembre dernier en attendant le verdict de l'AFLD. En fait, pour bien comprendre, donc lors de son audition, il a plaidé une erreur de jeunesse. Il avait consommé de la cocaïne la veille de la rencontre sur une fête, et l'agence a estimé qu'il n'avait pas consommé la substance dans le but de booster ses performances. Normalement, c'est 3 mois de suspension, sauf si on accepte de suivre un programme de traitement avec un médecin, et il y a également un processus de sensibilisation auprès de la Fédération française de rugby. C'est ce qu'a accepté de faire Oscar Gégou, qui donc va pouvoir rejouer. On pourrait le revoir dès dimanche face au Racing 92 à la Défense Arena. On passe au football maintenant. Julien Stéphan est de retour à Rennes 2 ans et demi après son départ de Bretagne. Celui qui a permis au club breton de remporter la Coupe de France 2019 a repris ses marques lundi à la Piverdière. Il remplace Bruno Genesio. Après un revirement de situation ce week-end, l'entraîneur en poste depuis 2021 a finalement décidé de quitter le Stade Rennais pour des raisons personnelles, selon le communiqué officiel publié dimanche. C'est donc son prédécesseur qui prend sa place pour une mission de 8 mois, histoire de, dans un premier temps, finir la saison et redresser la barre côté Stade Rennais. La décision, elle intervient alors que Rennes est 13e de Ligue 1 et reste sur 4 défaites sur les 5 dernières journées. D'ailleurs, Genesio n'est pas le seul à quitter le navire rouge et noir. Florian Maurice, le directeur technique, s'en va aussi, même si c'est pas encore officiel. Il reste que des dernières négociations pour voir comment ça peut se passer au niveau de la rupture de contrat. En tout cas, ça bouge très fort à Rennes en un seul week-end. 2 membres du trio exécutif majeur avec Cloarec, le président, s'en vont. Et donc là, on décide de faire bouger les choses. J'ai plusieurs questions pour vous sur le stade rennais. Est-ce que... Interro surprise. Comment ? Interro surprise. Non, tout simplement. Est-ce que c'est quelque part, c'est une question rhétorique, mais à quel point ça peut être inquiétant de perdre ces 2 éléments qui faisaient tout le process de ce stade rennais qui existe depuis l'après Covid et même un petit peu avant. Et puis, qu'est-ce qu'on pense du passage de Julien Stéphan ? Alors peut-être, de l'arrivée plutôt. D'abord, on va répondre à la première interrogation d'Hugo, sachant que en l'occurrence, c'était 2 personnages très forts, faut dire, donc, comme tu dis, depuis la période de Covid, et je pense que surtout, ça met beaucoup de pression à ceux qui vont, parce qu'il y en a qu'un qui est arrivé, donc Julien Stéphan, mais celui qui succédera à Franck Maurice, vu le travail qu'a fait Franck Maurice. Florian Maurice. Pardon. Florian Maurice, que Florian a fait depuis autant d'années, ça va être très compliqué je pense de surtout leur suivre, même si Julien Stéphan a ce petit avantage, a priori, vous pouvez me reprendre, mais de connaître au moins la maison et d'avoir brillé déjà à Rennes. Ouais. Alors il arrive avec un staff, a priori ça a été un petit peu négocié des anciens du club. Il y en a un qui est isolé, par contre c'est réellement le président à voir, parce que c'est Pinot qui a fait venir Stéphan. Il a une relation particulière depuis la victoire notamment en Coupe de France en 2019, et le président directeur général Cloarec, qui lui pour le coup n'est pas dans une position très favorable. Il faut voir à quel point Julien Stéphan va avoir les moyens parce que c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a dit raison personnelle invoquée dans le communiqué, mais Bruno Genesio s'en va parce qu'il y a des désaccords avec Florian Maurice sur le mercato, et Florian Maurice s'en va parce qu'il n'a pas donné satisfaction sur le mercato, le dernier mercato. À voir ce qui peut se passer durant l'hiver, mais est-ce que Julien Stéphan actuellement a les clés pour redresser la barre côté stade rennais, qui peine vraiment en Ligue 1, 13e, on l'a dit. C'est pas certain. Il a au moins cette auréole au-dessus de la tête d'avoir offert un titre qui était attendu depuis bien un demi-siècle à Rennes, avec cette Coupe de France à l'époque face au Paris Saint-Germain. Donc, il offre aussi la meilleure place. Et puis cette 3e, même si elle est dans un contexte un peu particulier, c'était la saison Covid. C'est la saison 2019-2020, ouais, tout à fait. Covid arrêté, donc ça se trouve, il l'aurait pas accroché jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois, ça leur avait échappé d'un rien. Mais je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si vous vous souvenez de la saison 2006-2007, lorsque Toulouse accroche. J'ai 3 ans. T'as 3 ans, mais n'importe quoi, mais t'as quel... Ça t'avait vraiment 3 ans? J'ai 2 ans.
2003, 2006, 2007. Non, mais en 2007. C'est pour ça que tu m'as fait peur. Là. Bah, non, je parle en 2007, enfin fin 2007, à la 38e journée. J'ai 4 ans en 2007. Tu regardais le foot normalement avec. Je rigole. J'avais pas payé les droits. Je suis pas beaucoup plus vieux, hein, tu sais. Mais en tout cas, sur cette fin de saison-là, Rennes perd sa 3e place à la dernière journée à cause de Toulouse, qui finalement ira en barrage et sera éliminé par Liverpool. Liverpool qu'ils ont battu là récemment en Ligue Europa, ils ont pris leur revanche, tu vois. Mais pour finir sur Julien Stéphan, faut voir, bien sûr. Toujours, je trouve que c'est quand même toujours très très sévère ce genre de décision, surtout d'un aussi gros club. J'imagine que ça se passe surtout comme ça dans les gros clubs. Mais 4 défaites en championnat, alors qu'en Coupe d'Europe, on en a parlé la semaine dernière. T'inquiète, Marie, donc Mais c'est une décision de Genesio de partir. Oui, mais je veux dire, même de autant de chamboulements et de autant pointer, c'est parce qu'ils sont pointés du doigt, c'est parce qu'il y a un problème qu'ils partent aussi peut-être. Tu vois, il y aurait même les 4 défaites, mais on les accablerait pas autant sur un mois et demi de compétition. Tu vois, il y a toujours il y a la balance, tu vois. Je pense que au vu de cette campagne européenne, on avait au moins le crédit de lui dire non, vas-y, on t'accompagne, pas de pression, rien. Le championnat, on a déjà fait nos heures, on a accroché la place européenne l'an dernier. C'est vrai que on aimerait rejouer la Coupe d'Europe peut-être la saison prochaine, mais en l'occurrence, au vu de ce qu'il fait en Ligue Europa, j'ai peur peut-être que Stéphan, qui soit en mission remontée en championnat, peut-être casse la dynamique européenne. Ouais, et ça peut terminer sur une saison 50-50 où au final, qu'est-ce qu'on en tire ? Ils ont pas le pire groupe, hein, il reste 2 journées, on en avait parlé, ça peut le faire en tout cas, Rennes première place. Oui, tout à fait. C'est pas utopique. Non, carrément pas. Donc à voir. Carrément pas. Et juste pour préciser rapidement sur Bruno Genesio quand même, coach de l'année élu en 2022, il avait qualifié à chaque fois son club rennais en Coupe d'Europe, 2 fois 4e de Ligue 1 et 1 fois 6e. On termine cette page news outre-Atlantique avec le conflit entre les New York Knicks et les Toronto Raptors. Les 2 franchises NBA ne se sont pas encore rencontrées cette saison, mais c'est au tribunal qu'elles s'affrontent pour le moment, ou qu'elles vont s'affronter plutôt. La franchise new-yorkaise réclame en effet pas moins de 10 millions de dollars à Toronto pour vol de données confidentielles. En fait, un ancien assistant vidéo recruté par Toronto cet été, après 3 ans passés à New York, aurait transmis à sa nouvelle franchise des milliers de documents confidentiels appartenant aux Knicks, dont des rapports et des analyses vidéo. Le coach actuel des Raptors, Darko Rajakovic, fait partie des mises en cause dans cette histoire un peu loufoque. En fait, l'affaire a été révélée par plusieurs médias américains en fin de semaine dernière, notamment l'ESPN, The Athletic ou The New York Post. New York aurait ainsi porté plainte en août, et depuis, Toronto a demandé à ce que la plainte soit retirée et que le dossier soit arbitré par la NBA en interne, parce que évidemment, en termes économiques, ça leur permettrait de payer moins cher cette histoire-là. Mais la demande a été refusée par les Knicks. C'est ce document que ESPN et consorts auraient consulté. Affaire à suivre, donc, et le premier face-à-face en NBA entre ces 2 franchises, ce sera le 1er décembre. Ce sera sûrement dans un climat assez particulier. Et c'est où tu sais si c'est à Toronto ou au Madison Square Garden ce match ? Non, je vais pas dire de bêtises. C'est pas grave, on va te laisser peut-être vérifier cette info et ouais, je vous la donne plus tard dans l'émission. Pas de problème. Merci beaucoup Hugo pour tes news très riches. Pour revenir aussi, j'avais aussi une info sur Stéphan et puis j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Ce sera au Madison Square Garden. Et ben voilà, en plus. Donc accueil chaleureux. Ouais, après voir. Bon, de toute façon, dans les 2 salles, je pense que l'accueil aurait été, ça s'entend bien. Aurait été terrible. Merci beaucoup. En tout cas, on poursuit dans ce Campus Sport Club. On prend quelques minutes maintenant, comme toutes les semaines, pour débattre un petit peu, pour un peu papoter, notamment revenir rapidement sur ces finals, sur ces masters à la fois hommes et femmes qui ont conclu le plus gros des saisons ATP, donc chez les hommes, et WTA chez les femmes, notamment faire une sorte de comment on pourrait dire ça, d'un peu mesurer les forces et faiblesses, on va dire, de ces top 8 représentatifs du gratin du tennis masculin et féminin, en l'occurrence sur le papier. Est-ce que vous voulez qu'on commence par homme ou femme ? Tiens, peut-être pour traiter l'un ou l'autre. Honneur aux femmes. Bah oui.
Bien sûr. Les femmes qui se sont terminées, comme je l'avais dit tout à l'heure, la semaine précédente, c'était Iga Świątek, la polonaise, qui a gagné ses premiers finals, qui avait battu en finale Jessica Pegula. Jessica Pegula, américaine, quand même, qu'on voit pas mal sur le circuit WTA, mais qu'on aurait peut-être pas vu finaliste, tant on a parlé des 2, 3 et 4e mondiales qui sont devant elle, justement. Et cette finale-là gagnée par Świątek, est-ce que déjà, la question de base est la plus simple, est-ce que ça conforte encore plus Świątek dans sa position de numéro 1 féminine? Oui, on va dire que ça pourrait la conforter dans une position numéro 1. Hein. Elle finit l'année numéro 1 mondiale, elle reprend la place à Azarenka. Sabalenka, pardon. Mais c'est vrai que cette année, quand même, on a vu une Świątek qui est pas autant dominatrice que la saison dernière. Ouais. Elle a gagné Roland-Garros, mais c'est vrai qu'avant Roland-Garros, même sur terre battue, alors qu'elle était vraiment dominatrice, le Masters de Rome et de Madrid, elle les a pas gagnés. Elle perd en 8e de finale à l'US Open, il me semble, ou en quart de finale. Et à Wimbledon, bon, on sait que c'est pas sa surface préférée, l'herbe, mais quand même. Donc c'est vrai que quand même, je trouve que chez les femmes, j'ai plus de plaisir parce qu'il y a vraiment j'ai plus de plaisir à regarder les femmes parce que vraiment il y a de l'enjeu, il y a du suspense, il y a plus Świątek et les autres comme on pourrait voir à la Formule 1 avec il y a vraiment une vraie homogénéité, en tout cas dans ce top fort comme tu disais Hugo. Donc c'est vrai que vraiment chez les femmes Świątek oui, au-dessus, mais pas numéro 1, mais si pas de loin, ouais, c'est ça. Peut-être que sa saison 2022, à son âge aussi, de manière très précoce, parce qu'elle a 22, elle est sur 22 ans, hein, en tout cas, sa saison 2022 aussi jeune, laissait supposer que oui, c'était peut-être une Serena dans l'âme, enfin être ultra dominatrice, et finalement, elle est un peu redescendue sur terre a priori cette saison, où les autres, en tout cas, ont su peut-être hausser leur niveau. Aryna Sabalenka, elle perd face à elle en demi-finale, mais c'est aussi une solide deuxième mondiale, si ce n'est vice-première mondiale presque sur le papier. Ouais, elle finit premier à la race, Aryna Sabalenka. Elle terminera deuxième mondiale. Elle a explosé lors de ce master. Très très difficile de tirer des enseignements de ce master tant il a été chaotique. Mais j'ai envie de dire, malgré tout, il y a un enseignement à tirer justement, c'est qu'Iga Świątek a été au-dessus de tout le monde. L'autre meilleure joueuse sur ce master, c'est Jessica Pegula. En finale, elle prend 6-1, 6-0. Il y a pas photo. Encore une fois, voilà, Świątek gagne tous ses matchs en 2-7. En 2-7. Elle perd pas un 7. Alors qu'on est quand même sur les meilleurs du monde qui sont réunis un peu face à elle, donc déjà, mais même comme tu dis, sur le score sévère en finale, même sur ses scores à elle, elle met 6-1, 6-2 contre Jabber en poule, elle met 6-3, 6-2 à Sabalenka. Enfin, c'est là aussi où on se dit, en tout cas sur le dur, peut-être que selon les surfaces, ça va différer aussi, mais sur le dur, là, elle a été remarquable. Elle commence très bien la saison, elle la finit très bien. Mais c'est vrai que Sabalenka a vraiment haussé d'un ton son niveau d'un ton sur cette saison-là. Elle va avoir à l'avenir une vraie rivale et j'ai vraiment hâte de voir l'Open d'Australie d'entrer la saison prochaine parce que ça va être le premier duel impressionnant qui risque d'être impressionnant entre ces deux-là et de livrer déjà un premier verdict sur la suite de la saison entre ces deux-là. Ouais, et puis on n'oubliera pas aussi l'autre demi-finaliste, Coco Gauff, la jeune américaine, qui elle vient de remporter aussi un premier grand chelem, l'US Open. Fallait aussi encaisser presque le choc. On sait que surtout dans le circuit féminin, c'est toujours été très dur de confirmer derrière sur les dernières jeunes championnes. Elle, faut qu'elle aussi, elle puisse prendre le temps de digérer ça et peut-être pour 2024, comme tu dis. Sur ces échéances-là. Ouais, c'est vrai qu'elle a gagné son premier grand chelem à l'US Open. Elle paraît expérimentée parce que ça fait hyper longtemps qu'on la voit sur le circuit, mais elle a que 19 ans, elle est de 2004, elle est de ma génération, donc elle a de bonnes années. Vous êtes trop jeune. Elle n'a pas connu Rennes. Voilà, c'est ça, exactement.
Mais c'est J'ai vrai pas que connu, hein, j'ai lu l'info, j'ai pas regardé les matchs, j'étais pas devant ma télé spécialement, Hugo. c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Faut encaisser le choc. On avait vu Ostapenko à Roland-Garros qui avait gagné. Bon, c'est un peu différent parce qu'elle avait gagné en étant vraiment loin au classement, alors que là, Coco Gauff, on l'attendait quand même. Hein. Ça fait bien 2 ans qu'elle est dans ce top 10 et bien même maintenant dans ce top 5. Donc oui. Je pense que Coco Gauff, à l'avenir, il faut vraiment compter sur elle pour vraiment rivaliser avec Swiatek, Sabalenka, et puis on peut aussi noter Rybakina, qui vraiment a fait une bonne saison. Là, en fin de saison, elle a un petit peu baissé, mais elle a fait quand même... Il y a presque un peu ce top 5 là, en tout cas, qui confirme et qui valide, parce que Pegula, mine de rien, elle est pas non plus... Enfin, elle vient pas de nulle part. Hein, elle a longtemps été 3e mondiale, et puis là, elle reste collée au top 5. Et peut-être à l'inverse, pour finir sur cette page des féminines, les 3 autres qui étaient présentes pour représenter ce top 8 mondial, on parle pas du reste du classement WTA, là on fait juste une mise au point entre elles 8, hein, bien sûr, pour voir un peu les forces en présence, mais 11 Jabber, Marketa Vondrousova et Maria Sakkari qui étaient un peu dans le dur ces derniers temps, ces dernières semaines, même si Vondrousova a fait ce très beau parcours à Wimbledon et l'a remporté face à Jabber qui a toujours j'allais dire le mot, mais oui, bon, c'est vrai. 3 finales, 3 perdues, c'est vrai que c'est un début de malédiction. Donc voilà. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a cette césure-là entre un top 5 qui confirme et qui a aussi un gros vent de jeunesse. Et les 3 derrière qui commencent à prendre aussi de l'âge du galon et qui soit éclosent un peu tard, soit en tout cas... Je mettrais quand même Sabalenka et Swiatek un cran au-dessus des autres. Ouais. Toi, Coco tu mets les deux là, le duel. Et Coco Gauff est sur une pente ascendante, et pareil, le début de saison prochain va être vraiment intéressant à suivre du côté de l'américaine, parce que c'est elle qui a le plus de potentiel pour aller titiller les deux de devant. Rybakina, c'est quelqu'un qui est très forte sur les grands rendez-vous, elle est toujours là sur les grands chelems, notamment à Wimbledon, où c'est une joueuse redoutable, mais Sabalenka et Swiatek pour l'instant sont au-dessus, et j'ai hâte de voir ce que va donner Coco Gauff. Comme tous les ans, elle progresse d'année en année, de mois en mois. Cette saison, ça a été vraiment flagrant. C'est un bon top 2 en plus qui, au vu de leurs âges, vont pouvoir se tirer la bourre pendant peut-être une bonne décennie encore. On va finir par les hommes. On va pas en plus avoir besoin de s'éterniser, puisque c'est quand même aussi des tendances qu'on connaît bien. Novak Djokovic, tu le disais, va gagner pour la 6e fois les Masters, alors qu'il est encore le doyen de cette édition, et en finale il bat un Yannick Sinner, le jeune Italien qui l'avait battu en groupe et qui n'a pas su rééditer, qui a subi la loi du plus fort. À domicile en plus, oui, parce que chez les hommes ça se passe à Turin depuis plusieurs années. Et en demi-finale on retrouve Carlos Alcaraz qui avait été battu par Djokovic, et Daniil Medvedev battu lui par Sinner. C'est toujours là en l'occurrence de manière assez exceptionnelle Djokovic au-dessus des autres. Même si on parle toujours, et vous l'avez évoqué, ce top 3 jeune, en tout cas, qui émerge avec Alcaraz, Sinner, Rune. Est-ce que c'est eux, finalement, qui vont prendre ces places-là dans le leadership, dans les résultats en 2024, ou c'est encore un peu tôt pour eux? Il faut les dissocier, les 3 sont pas au même, pour moi, les 3 sont pas au même stade. Alcaraz arrive sur ce master-là avec des capacités physiques moindres, il est diminué. Clairement, il commence avec une défaite contre Zverev, où c'est pas le Alcaraz que tu vois à Wimbledon ou même à Roland sur le début de compétition. C'est un Alcaraz fatigué, et qui monte en puissance au final, et qui cède finalement face à un Djokovic plus fort, tout simplement plus fort en demi-finale. Mais par contre, le vrai enseignement pour moi, c'est Sinner, avec un déblocage mental, je pense, pour l'Italien. À l'image de sa victoire contre Medvedev, il est à 0-6 avant sa victoire un peu plus tôt en septembre. C'est en finale, je crois que c'est sur la tournée asiatique, c'est peut-être en Chine. J'ai un doute, donc ensuite il le bat 3 fois avec sa 3e victoire d'affilée au Master. Donc il y a vraiment ce déblocage là. Il est porté à Turin par un public qui était à fond derrière lui, mais il s'est servi de ça l'a pas miné. Et il est impressionnant. Il a une frappe de balle assez impressionnante, Yannick Sinner. Et pour moi, là, il crée un gap. Il passe dans un niveau supérieur. Il y a un top 4 pour moi avec Medvedev et Alcaraz et l'extraterrestre. Ces quatre là se détachent. Et pour le coup,
derrière, il y a un écart. Rouneux est bien loin derrière. C'est drôle parce que moi je me suis fait mes top 8 hommes, top 8 femmes. Je sais pas si vous aviez joué le jeu, tu sais, quand je vous avais laissé le petit message. Et justement, je mets Djoko, Alcaraz, Medvedev, Sinner maintenant. Et les autres derrière, je mets dans l'ordre Zverev, Runeux, Tsitsipas, Rublev. En termes de poids et dynamique, je sais pas si vous me suivez là-dessus ou pas du tout. Tu mets Rublev en 6 ? Je mets Rublev dernier, moi. Ouais, moi j'ai mis Rublev en 6 Rublev aussi. qui a vraiment je trouve a toujours des bons résultats, mais arrivé en fin de parcours dans les tournois ou autres, a toujours du mal au moment le plus tranchant sur une fin de semaine, sur une fin de quinzaine à être. Il n'a jamais fait demi-finale en Grand Chelem. Entre autres, mais je veux dire, même il a eu quelques tournois, il a eu aussi ses premiers Masters 1000 cette année comme Sinner. Mais c'est pour ça que je le mettais un peu au rabais, même si je le mets un peu en dualité avec Tsitsipas, qui est vraiment sur une. C'est un peu compliqué lui aussi. Ouais, je suis pas sûr qu'on résolve le problème de Tsitsipas un jour. Non, Badoza n'a peut-être pas encore résolu le mystère de Tsitsipas. Les bouclettes dorées. Non, voilà, c'était donc ça. Et Zverev aussi un peu au niveau à hauteur de Runeux, même si Zverev, lui, il y avait cette dimension blessure longue durée. Et finalement, on voit que lui, en l'occurrence, avec le travail et le talent qu'il a, il peut vraiment prétendre à s'installer, à rester en tout cas dans ce top 5-6, je trouve. Ouais. Contrairement aux autres. Il termine 7e mondial alors qu'il démarre la saison sur vraiment, enfin il revient tout juste sur une cheville. J'allais dire sur une cheville, mais finalement il est de retour et il se remet en rythme. Mais ses 2 tiers de fin de saison sont monstrueux à Zverev. Allez, Eva pour le mot de la fin. C'est vrai qu'il faut pas sous-estimer le fait de revenir. On a vu un Dominic Thiem qui n'est jamais trop revenu là. Il a fait quelques excursions dans le top 100, mais je crois que maintenant il n'y est plus. Donc c'est vrai que Zverev, il est revenu très fort. Et je pense que oui, à l'avenir, il va être solide. On aurait pu s'inquiéter, c'est ça, dans cet état d'esprit-là que j'étais moi. On aurait pu s'inquiéter et finalement, en fait, on voit qu'il a le niveau et qu'il peut en plus rivaliser avec des joueurs de ce calibre-là, même en fin de saison, alors qu'il était emprunté, alors qu'il est de retour. Donc si 2024, il revient vraiment à un niveau de forme quasi à 100% de ce qu'on voyait en 2022, je trouve qu'il peut largement en plus prétendre à la médaille olympique comme il l'avait fait en plus en 2021, entre autres. Voilà, c'est un avis. Et je vois que ça acquiesce. Je respecte, Adrien. Allez, je lance vite la musique pour pouvoir finir ensuite ce Campus Sport Club. Deuxième intermède musical avec, on parlait de fin, de finals, même si on va en parler aussi dans les immanquables, il y aura le début aussi de certaines disciplines, de certaines compétitions. Et quand je pense final et fin, moi, je suis sur du bon final countdown de... Ah ouais, bah ouais. C'est facile, c'est facile, je suis facile. 3 saisons, t'es un mec facile. Ouais, je sais pas. Allez, on s'écoute la chanson mythique d'Europe et on revient pour Moment Nordiste et immanquable. J'interromps un petit peu sur la fin, ils ne m'en voudront pas, Europe, d'arrêter The Final Countdown juste avant la fin. On poursuit dans cette 10e du Campus Sport Club sur Radio Campus Lille. Il est temps maintenant à Marine de faire sa chronique. C'est la petite dernière, juste avant de finir sur les immanquables en vitesse. Marine, je te lance un petit jingle et puis on t'écoute pour ce moment nordiste. Bienvenue dans le froid du Nord où les victoires sportives réchauffent les cœurs. C'est l'heure du moment nordiste dans le Campus Sport Club. Alors victoire oui, mais du coup que d'un côté, puisque là tu vas nous parler d'une rencontre qui a eu lieu en Coupe de France, évidemment. Pas de match nul en Coupe de France, là c'était Coupe de France féminine entre Hénin et Lens. Et oui, c'était l'affiche de la Coupe de France féminine dans le Nord cette semaine. Hénin, qui évolue en Régional 1, recevait le Racing Club de Lens, évoluant lui en 2e division. Et pour remporter ce derby, les Lensoises auront finalement fait la différence lors de la première période grâce à un doublé de Prête. Sur la première véritable occasion du match, elle se trouvait à l'affût d'une frappe repoussée par l'arrière-garde héninoise et finissait dans le but pour le but du 1-0 à la 15e minute. 20 minutes plus tard, elle profitait cette fois d'une passe en profondeur de sa capitaine David pour doubler la mise. Cette action était d'ailleurs difficile à digérer pour les Héninoises, notamment parce qu'elle n'a pas été marquée avec une grande classe côté lensoise. En effet, les Héninoises venaient de sortir la balle en touche pour prendre des nouvelles d'une lensoise restée au sol, laissant Eor jouer ensuite la touche sans rendre la balle aux Héninoises et marquer sur cette action. J'ai demandé à Clara Marcinkowski, défenseur héninoise, l'incidence de ce fait de jeu sur le match. Écoutons-la. On aurait pu peut-être y croire un peu plus parce que c'est un but qui nous fait vraiment mal et qui nous met un coup à la tête. Après, on a quand même bien réagi, on a tenu toute la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que ce manque de fair play là, c'est pas très classe venant d'une équipe de D2. Après, bon, voilà, c'est des faits de jeu.
Comme elle le dit si bien, ce sont des faits de jeu, mais avec le monopole du ballon pour les 100 et or et la difficulté pour les Ninoises à s'approcher des cages lensoises, le sort de cette rencontre semblait déjà scellé à la pause. Mais au retour des vestiaires, les Ninoises, toujours aussi bien regroupées en défense, prenaient enfin des risques et inquiétaient même pour la première fois l'arrière-garde lensoise sur une tête de Leroy. Les entrées en jeu de Magoski et Caron apportaient ensuite un peu plus de vivacité, mais cette dernière se précipitait beaucoup trop à l'approche des cages lensoises. Brett aurait aussi pu s'offrir un triplé, mais son tir rasait le cadre avant que Prognier ne voie, elle, sa tentative brillamment détournée par la gardienne ninoise. Voilà pour les principales occasions de cette deuxième mi-temps. Malgré la défaite, les Ninoises, bien préparées à cette rencontre cette semaine à l'entraînement, ont fait preuve d'une belle solidarité et d'une belle rigueur défensive du début à la fin. C'était assez beau à voir et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs de rentrer au vestiaire avec ce bon résultat de 2-0. D'ailleurs, on avait l'impression qu'avec un peu plus d'entrain devant, elles auraient même pu accrocher un match nul ou inquiéter davantage les Lensoises défensivement en tout cas. Écoutons Anne Lassia, coach ninoise, sur son équipe et sur ce qui lui aurait manqué pour espérer encore un peu mieux. Vendredi soir, après l'entraînement, quand je les ai quittés, pour moi, c'était... on doit y croire. On doit y croire, sinon tu participes pas à la Coupe de France. Maintenant, ce qui nous a manqué clairement sur le match, c'est des projections rapides à la récupération du ballon. On avait fait de gros efforts défensifs et donc c'était compliqué derrière de remettre une grosse débauche d'énergie offensivement à la récupération du ballon. Mais si vraiment je devais insister sur un aspect, c'est la fierté de mon équipe par rapport à cette rigueur tactique qu'elles ont mis en place et qu'elles n'ont rien lâché de la première à la dernière minute. Donc grosse fierté côté ninois et on la comprend avec cette grosse performance notamment tactique et défensive. De son côté, Sarah Mbarek, la coach lensoise, présentait une mine moins réjouie, je la cite. C'était assez terne dans l'ensemble, on a fait le nécessaire assez rapidement mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir marqué beaucoup plus de buts. Ça reste une qualification et c'était l'objectif prioritaire mais je pensais qu'on aurait eu un peu plus d'envie. Pour moi, c'était juste suffisant. En effet, les Lensoises ont eu du mal à trouver la faille de ce bloc ninois bien en place et nul doute qu'elles auront un cœur de montrer un tout autre visage pour la grosse réception de Marseille ce dimanche à 14h30. Les Ninoises recevront de leur côté Dunkerque pour la 7e journée de R1 dimanche 14h30 également. Merci beaucoup Marine. Est-ce que Lens a ses chances d'aller assez loin en Coupe de France d'ailleurs selon toi ? Bah écoute, il y avait quand même des gros noms contre Hénin et elles s'imposent que 2-0, donc manque d'efficacité offensive. Elles ont été un peu mises en difficulté et j'ai trouvé ça assez étonnant pour une équipe de Division 2 quand même. Après, il faut vraiment pas sous-estimer la grosse performance héninoise, mais à voir. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce retour de ton expérience sur le terrain et cette analyse. Je vais même pas me lancer de jingle pour finir. On part tout de suite sur les immanquables puisqu'il reste une grosse minute, 2 minutes à peu près, si ça vous va, bien sûr. J'aimerais pas déranger vos habitudes, Eva, Hugo. Super. Écoutez, pour les immanquables, de toute façon, vous m'aurez dit non, je serais quand même. Donc, pour ce qui est des immanquables à vous proposer pour le restant de la semaine, par exemple, on va commencer par le foot, allez, avec la Ligue 1, bien sûr, suite à cette trêve internationale. Ça va commencer en trombe dès vendredi soir pour le premier match de cette nouvelle journée entre Paris et Monaco. C'est à 21h sur Prime Video. Dans le restant du week-end, il y aura aussi les premiers pas de Julien Stéphan, tu en parlais Hugo, à la tête du Stade Rennais contre Reims dimanche à 17h05 sur Canal+. Et pour finir cette nouvelle journée, le déplacement du LOSC à Lyon dimanche soir à 20h45 sur Prime Video. Et côté étranger, 2 petits matchs à souligner, le duel entre Manchester City et Liverpool samedi à 13h30 sur Canal+ Sport. Et aussi le choc entre la Juventus et l'Inter en Serie A, ça sera dimanche soir sur beIN Sport à 20h45. Il faudra donc faire un choix. Et dimanche soir, il y aura aussi un autre choix cornélien pour ceux qui resteraient sur Canal+. On passera au rugby à Top 14 avec le dernier match de la 8e journée de Top 14 entre un duel entre le Racing et le Stade Rochelais. Il y aura aussi d'autres chocs ce week-end entre la section paloise dont tu parlais, Eva, qui reçoit le Stade Français samedi à 17h. Et on aura aussi sur la même journée Castres 3e qui se déplace à Toulon 5e. Petit mot handball pendant que je lance la petite outro qui annonce la dernière minute. Handball, on aura un œil sur le choc aussi en Star League entre le PSG 1er et Montpellier 2e. Les deux équipes qui se tiennent en un point, c'est dimanche 19h sur beIN. Il y aura aussi l'équipe de France féminine ce week-end qui prépare ses championnats du monde, vous le savez, le mois prochain avec la Golden League. Elle croisera le fer avec le Sénégal et la Corée du Sud. Ça se passe vendredi et dimanche. Et
enfin, bien sûr, pour finir, il y aura le retour de la saison de Coupe du Monde de biathlon. Avec ce week-end plusieurs épreuves, dont pour commencer le relais mixte simple à 12h30, ça sera samedi, et à 14h50 ensuite le relais mixte tout court. Et le dimanche, on aura droit aux épreuves individuelles dames d'abord à 11h20 et à 14h30, celle des hommes. Voilà, pour finir en beauté. Merci à vous trois, Eva, Hugo et Marie. Adrien. J'en profite, vas-y, je déborde quelques